La cité interdite a été la résidence des empereurs de Chine pendant 5 siècles. Ce monument est le plus visité de Chine. Situé à Pékin, il abrite aujourd'hui le musée du palais. Ce palais est une enceinte de 72 hectares avec une myriade de pavillons. Sa construction est ordonnée par l'empereur Yongle, troisième de la dynastie Ming en 1406. La jeune dynastie veut effacer la récente invasion mongole. Elle construit sur l'ancien palais de Gengis Khan un nouveau centre de pouvoir dans le plus pur style architectural chinois, la cité interdite. L'enceinte était en effet réservée à la cour impériale. Il faut s'imaginer un très grand mur tout autour. Les empereurs passaient toute leur vie entre ces murs, avec des milliers de gens qui vivaient à leur service. Et c'était une ville dans la ville, une société verrouillée. Et ce, jusqu'à la Révolution. L'Empire chinois est alors centralisé autour du palais pourpre, son nom officiel. Ce nom et la couleur rouge des murs font référence à l'étoile polaire. Cette étoile, pourpre en chinois, est considérée comme le centre du ciel, tout comme la Chine se voit le centre du monde. Comme le veut la tradition Feng Shui, l'entrée se fait du côté de la lumière, au sud. C'est là que se trouvent les bâtiments administratifs et la grande entrée. Les bâtiments résidentiels de la famille impériale sont au nord, à l'opposé de l'entrée. Ils sont donc protégés des invasions et du vent du nord par le mur d'enceinte. Le trône est placé au centre de la cité interdite. Il se trouve dans la salle de l'harmonie suprême, un préau ouvert sur la cour principale réservé aux grandes audiences, et d'où débute une avenue de parade qui franchit les murs d'enceinte et traverse la ville. La cité interdite était réputée pour contenir 9 999 pièces, un nombre porteur de chance et d'abondance pour l'empereur. Les bâtiments, plus imposants par leur largeur que par leur hauteur, sont supportés par des charpentes complexes en bois très solides. Les fondations des bâtiments sont constituées d'énormes blocs de pierre qui isolent du froid et de l'humidité. Malgré leurs lignes élancées, les toits recouverts de tuiles en argile sont très lourds. Ils nécessitent des charpentes puissantes qui permettent ce jeu de vagues à chaque extrémité. Les toits sont ornés d'un bestiaire fabuleux qui sert à conjurer les malheurs, tels que l'incendie, la maladie ou le mensonge, mais aussi à annoncer le rang des habitants dans la hiérarchie impériale. Le dragon jaune, lui, symbolise l'omniprésence de l'empereur. La suprématie de l'empereur est elle aussi représentée par la couleur jaune des toits de la cité. Les restaurations réalisées sans cesse depuis le XVe siècle et jusqu'à la fin de l'Empire ont toujours reproduit à l'identique l'architecture d'origine. 24 empereurs occupent les lieux jusqu'à la Révolution en 1911 et le bâtiment devient un musée en 1925. C'est depuis la cité interdite, devant la place Tiananmen, que Mao Tse-tung proclame la naissance de la République populaire de Chine en 1949. Son portrait orne le dessus de la porte de la paix céleste. Chaque culture a sa propre approche quant à la façon d'utiliser l'espace pour se mettre en scène. La Chine, de ce point de vue, a une vraie spécificité. Elle ne fait pas comme nous, au sein de nos démocraties occidentales. Ici, les œuvres sont considérées comme le fruit de la tradition ou de la propagande, et c'est comme ça qu'elles sont organisées au sein des musées. La collection du musée de la Cité interdite comprend 1 800 000 objets d'art venus de Chine et d'autres régions d'Asie. Il retrace 5000 ans d'histoire du continent. Les murs du palais, eux, racontent encore les intrigues mandarinales et le protocole de la cour du dragon pendant les dynasties Ming et Qing.
L'architecture a toujours eu un but au cours de l'histoire. Elle sert à illustrer la grandeur d'une puissance, la richesse culturelle d'un pays. Elle participe à son développement. Mais c'est toujours l'usage que les gens vont faire du bâtiment qui prime.